2 semaines de prison pour un coup monté. Ce procès était une farce. J'ai su qu'on était mal parti en voyant le jury. Au moins, on est jugé par nos pairs. Je pense pas qu'ils le voient du même œil. Quand on parle de séries animées cultes, il y a toujours 2 géants qui dominent la discussion, les Simpsons et South Park. L'une est connue pour sa satire sociale douce amère, l'autre est un bulldozer de provocation qui critique la société sans filtre. Éric Juret, tu viens de poser ta pêche sur mon bureau. Mais au milieu de ces mastodontes, il y a une autre série qui, malgré ses 23 saisons, semble constamment mise de côté, Family Guy. Depuis ses débuts en 1999, la série de Seth MacFarlane traîne une réputation compliquée. On l'accuse de n'être qu'une simple copie des Simpsons, un plagiat à peine déguisé. Son humour, souvent qualifié de stupide ou immature, est décrié pour ses gags visuels absurdes, ses blagues hors contexte et ses références gratuites. Et pourtant, malgré toutes ces critiques, elle est encore là. Là où d'autres séries auraient plié sous les attaques et l'annulation, les Griffin ont su non seulement survivre, mais aussi s'imposer comme un véritable phénomène. Tu étrangles ton fils? Mais t'es un malade. Tu m'étonnes qu'il soit gros et bête et qu'il se tripote tout le temps. Ça, c'est ton fils. Alors, qu'est-ce qui fait que cette série si mal aimée a réussi à s'inscrire durablement dans la culture populaire ? Pourquoi tant de polémiques autour de ces gags? Et surtout, pourquoi continue-t-elle d'attirer autant de fans alors que beaucoup la considèrent comme la petite sœur indésirable des grandes séries animées? C'est pile poil le bon moment pour raconter mes blagues. Peter! Bon, je les garde pour tout à l'heure. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo, où l'on reviendra sur l'histoire mouvementée de Family Guy, la série qui a toujours su jouer avec les critiques et rebondir là où on ne l'attendait pas. Si elle est mal aimée, elle n'en reste pas moins culte. Tout commence avec Seth MacFarlane, qui voit son aventure débuter alors qu'il est encore étudiant en animation à la Rhode Island School of Design. C'est en 1995 qu'il pose les bases de la série, avec un film de thèse intitulé The Life of Larry. Ce court-métrage, malgré sa simplicité, attire l'attention des professionnels du secteur, notamment grâce à un professeur qui envoie le projet à la société Hanna-Barbera. Séduit, le studio le recrute dès 1995. L'année suivante, il réalise une suite intitulée Larry and Steve, où Larry, un homme maladroit d'âge moyen, est accompagné de Steve, son chien intelligent. Ce court-métrage est diffusé en 1997, attirant cette fois-ci l'attention de la chaîne Fox. Convaincus du potentiel de l'idée, les responsables de Fox demandent à MacFarlane de produire un pilote de 15 minutes avec un budget réduit de 50 000 $. C'est à ce moment-là que les personnages de Larry et Steve se transforment peu à peu en Peter Griffin et Brian. La série emprunte de nombreux éléments au projet de jeunesse de MacFarlane. Il expliquera plus tard cette évolution avec humour. Life of Larry était fait pour ma chambre d'étudiant, alors que Family Guy passait après le Super Bowl. L'humour mordant et les références culturelles de la série s'inspirent autant de classiques comme Les Simpsons ou All in the Family que des dessins animés des années 80. Salut Stevie. Bah ça alors qui c'est celui-là? Le 15 mai 1998, il présente à Fox une démo de la famille Griffin. Initialement, la série devait être intégrée au segment dans Mad TV, mais le budget de cette émission ne permettait pas de produire une animation de qualité. Heureusement, la chaîne, impressionnée par le potentiel de la série, commande une saison complète. Le succès de King of the Hill, lancé à la même époque, influence aussi cette décision. Pour concrétiser sa vision d'une série irrévérencieuse en prime time, le créateur s'entoure d'une équipe de scénaristes talentueux. Bien que la plupart aient une expérience limitée dans l'animation, leur expertise en matière de sitcom traditionnelle leur permet de construire l'univers délirant et provocateur. Mais bergère, on peut savoir ce qui se passe ici? Il y a un serpent dans ma botte? D'ailleurs, le processus d'écriture était très bien orchestré. 14 scénaristes se relayaient pour écrire les scripts, qui étaient ensuite relus et affinés par le reste de l'équipe. La série étant célèbre pour ses gags absurdes et décalés, chaque épisode devenait une véritable chasse aux blagues les plus folles. L'équipe devait sélectionner les meilleures, celles qui allaient marquer les esprits et trouver leur place dans le montage final. Balance, un inconnu va débarquer dans votre vie. Produire un épisode n'était pourtant pas une mince affaire. Il fallait compter environ 10 mois pour qu'un épisode voie le jour, un délai dû à l'utilisation d'animations encore dessinées à la main à l'époque. Cette méthode traditionnelle, bien que soignée, empêchait la série de rebondir rapidement sur l'actualité, contrairement à d'autres shows plus réactifs. Oh, moi je crois que vous le pouvez. Vous pouvez faire ça et plein d'autres choses. Et l'ambiance des débuts était loin du glamour hollywoodien.
Les scénaristes n'avaient même pas de locaux dédiés. Ils squattaient un bureau prêté par l'équipe de production de King of the Hill. Une vraie galère de début de carrière, mais qui fait aujourd'hui partie du folklore de la série. Waouh, vous avez l'air intéressant. Ne me regardez pas, je ne veux pas attirer l'attention. Parmi les scénaristes les plus prolifiques, Steve Callaghan écrase tout avec 19 épisodes à son actif. Mais ce qui intrigue encore plus, c'est la manière dont plusieurs membres de l'équipe ont fait évoluer leur carrière après leur passage sur la série. Neil Goldman et Gareth Donovan, par exemple, ont rejoint la sitcom Scrubs, où ils ont écrit 13 épisodes et sont devenus producteurs exécutifs. De leur côté, Mike Barker et Mike Wiseman ont co-créé American Dad aux côtés de MacFarlane, une série qui a su conquérir le public à son tour. C'est bien connu, mais ce qui fait des Griffin une série à part, c'est sans doute sa fameuse technique des plans de coupe. Ces petites séquences imprévisibles interrompent souvent l'intrigue principale pour balancer des gags décalés et inattendus. C'est ma seule fille, je l'ai jamais vraiment traitée comme elle le méritait. Bonjour, papa. Elles sont devenues une véritable signature de la série, faisant référence à des phénomènes sociaux, des personnalités marquantes ou des icônes de la pop culture. Espèce d'idiot, t'es encore plus inutile qu'Aquaman. Crie tant que tu veux, personne t'entendra. Si, moi. Mais t'as du bon de pas faire ça ici, dans l'océan. Sinon, je t'en empêcherai. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, et c'est bien ça qui amuse tant les fans. On demande au serveur russe que j'aime bien de nous servir. Au début, une grande partie de l'humour tournait autour des frasques de Stevie, le bébé génie maléfique. Armé de plans machiavéliques pour conquérir le monde, de gadgets futuristes et d'une obsession particulière à vouloir éliminer sa mère Loïs, il dominait les premières saisons. Tu entraves mon œuvre depuis le jour où je me suis échappé de ta misérable matrice. Oh, arrête de bouder, chérie. Mais cette dynamique a fini par montrer ses limites. Le créateur et son équipe ont donc choisi de faire évoluer le personnage. Stevie est devenu plus complexe. Écoutez, je suis différent, Dr. Bridgefield. Et si tu envisageais d'être toi-même? Tout ce qui me définit, c'est ce personnage savamment construit afin de garder les gens à distance. Et puis, il y a l'humour autoréférentiel, un autre ingrédient essentiel. La série ne se gêne jamais pour briser le quatrième mur, commenter ses propres absurdités ou même se moquer de ses blagues passées. Beaucoup de jeunes ont entendu leurs blagues préférées sur les juifs, les noirs, les homosexuels, parce qu'ils regardent votre série. On fait de la fiction, nous, il suffit d'éteindre la télé. Vous êtes le président, on peut pas vous éteindre. Cette capacité à rire d'elle-même fait partie de son charme et lui permet de conserver une fraîcheur malgré les années. Comme quand Stevie et Brian remontent le temps et commentent le tout premier épisode de la série. Et voilà, nous y sommes. C'est bizarre. C'est notre maison, mais il y a quelque chose de différent. Je ne comprends pas, ils restent là comme des zombies. Tu crois qu'ils vont bien? Alors là, j'avoue que ça me fascine. Mais je sais ce qu'ils font, ils attendent pendant le flashback. C'est pas vrai, c'est ça qu'on faisait à l'époque. En fait, les Griffin, c'est un univers où tout est possible, ce qui est sa force mais aussi sa faiblesse. Car oui, la série part parfois trop en couille. MacFarlane n'a pas seulement créé les personnages, il leur a aussi donné vie. En effet, il incarne 3 des figures principales, Peter, Brian et Stevie. Pourquoi s'infliger un tel boulot? Parce qu'il avait tout simplement une vision très précise de ce qu'il voulait. Pour lui, doubler les personnages était bien plus simple que d'essayer de transmettre cette vision à un autre acteur. Right, Peter? Peter. La voix de Peter, par exemple, est directement inspirée d'un agent de sécurité qu'il a croisé à la Rhode Island School of Design. Peter Griffin. I'm gonna start by shoplifting from Wetzel's Pretzels. Et pour Brian, pas de chichi. MacFarlane utilise simplement sa propre voix naturelle. Mais son talent ne s'arrête pas là, bien sûr. Il incarne également des personnages secondaires. I'm gonna get unbanned from Hinge. All right. Alec Borstein prête quant à elle sa voix à Lois Griffin. Today your father will be known as the man who walked the longest distance with a sarcastic midget on his head. Now let's give him some encouragement. Oh my God! I love midgets! Au
moment où on lui a proposé de doubler ce personnage pour le pilote, elle ne connaissait même pas MacFarlane et son travail. Elle travaillait sur Mad TV et participait à un spectacle à Los Angeles où elle interprétait une mère rousse avec une voix inspirée d'une de ses cousines. Cette voix est devenue celle de Lois. I'm just joking. Seth Green, de son côté, est la voix de Chris Griffin. I have never felt any kind of pressure on the show to satisfy anything. That may be a really obnoxious statement, but the writing's really good. So all I have to do is not screw it up from my perspective. Anything extra that I add to it spontaneously just kind of happens. Lors de son audition, il a fait une imitation hilarante de Buffalo Bill, le personnage terrifiant du Silence des Agneaux. Ça a tout de suite séduit MacFarlane. Salut Chris, c'est quoi ça? Tu t'es assis sur quelque chose? Le rôle de Meg a connu un petit passage de flambeau. Au départ, Lacey Chabert prêtait sa voix à Meg durant la première saison. Oh my god, I hit William Shatner. Mais avec ses cours et son rôle dans La Vie à 5, son emploi du temps est vite devenu ingérable. Mila Kunis a alors pris la relève. Lors de son audition, le créateur lui a simplement demandé de parler plus lentement et de mieux articuler. Après ces ajustements, elle a décroché le rôle et est devenue la voix iconique de Meg. So Dad's gonna be gay forever? Petit clin d'œil dans l'épisode de la 10e saison, Retour au pilote, les scénaristes ont intégré des enregistrements d'archives de Chabert pour les flashbacks. Mom, my lips are too thin. Can I please get collagen injections? Meg a une voix trop bizarre. On croirait entendre un jeune garçon qui vit très mal sa puberté. Ça c'est rien, t'as vu ta tête? La première diffusion officielle a eu lieu le 31 janvier 1999, juste après le Super Bowl. Et le résultat est immédiat. 22 millions de téléspectateurs sont au rendez-vous. Un démarrage explosif. On the series premiere of Family Guy, April 11th on Fox. Mais avec la popularité est venue la polémique. Dès ses débuts, la série s'est attiré les critiques pour son contenu jugé trop adulte et provoquant. Le 11 avril 1999, elle revient dans un créneau stratégique. Le dimanche soir, coincé entre les Simpsons et X-Files. J'aimerais que tu m'expliques l'intérêt de ce test. Il n'y en a pas, seulement j'ai pensé qu'il pourrait perdre quelques kilos. Grâce à cet emplacement en or, les audiences restent correctes. La première saison se termine sur une note encourageante et une moyenne de 12,8 millions de téléspectateurs. Mais tout bascule avec la deuxième saison. Le 23 septembre 1999, la série est déplacée au jeudi soir à 21h. Et mauvaise pioche, les audiences plongent et la Fox commence à paniquer. La chaîne décide de retirer la série de sa grille pour la diffuser de manière irrégulière, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Quand les Griffin reviennent le 7 mars 2000, cette fois-ci le mardi soir à 20h30, elles se retrouvent face à Qui veut gagner des millions, un véritable monstre de l'audience. Le choc est brutal. Les chiffres chutent à 6 millions de téléspectateurs. En mai 2000, après seulement 2 saisons, la chaîne annonce l'annulation de la série. Mais plot twist, un sursis de dernière minute permet la commande de 13 nouveaux épisodes pour une 3e saison. Malheureusement, cette nouvelle chance ne suffit pas. En novembre 2001, la série est reléguée au créneau cauchemardesque du jeudi soir à 20h face à Survivor et Friends. C'est la catastrophe annoncée. Durant cette 2e et 3e saison, Fox continue de jouer au yo-yo avec la programmation, diffusant les épisodes sans prévenir, rendant impossible pour les fans de suivre la série. Les audiences s'effondrent. Et sans surprise, lors de la présentation de la grille d'automne 2002, les Griffin sont absents. Peu après, la chaîne confirme l'annulation officielle de la série. Oh non, c'est pas vrai, comment ils peuvent faire ça? Mais malheureusement, Loïs, il n'y a plus de place pour nous sur le programme. Fox tente de vendre les droits de rediffusion, mais aucune chaîne ne semble intéressée. Finalement, Cartoon Network accepte de les acheter à un prix dérisoire. Le 20 avril 2003, les Griffin débarquent sur Adult Swim et là, surprise totale, c'est un carton. La série explose les audiences, devenant rapidement le programme le plus regardé du bloc. En quelques semaines, elle fait grimper l'audience de la chaîne de 239%. Et ce n'est pas tout, la même semaine, les premières saisons sortent en DVD et c'est la folie. En un mois, c'est 400 000 exemplaires qui sont vendus. Au total, les ventes atteignent les 2 millions, ce qui fait des Griffin le DVD télévisé le plus vendu de 2003. Et la 3e saison cartonne aussi avec plus d'1 million de copies écoulées. Face à ce succès phénoménal, la Fox change son fusil d'épaule. Le 20 mai 2004, la chaîne commande 35 nouveaux épisodes. It's this entirely new medium of TV to DVD properties that's really changed everything. And that's actually coupled with what deserves the other half of the credit is the Cartoon Network. Never in a million years did I think they would actually pick up more episodes. Congratulations! C'est la première fois dans l'histoire de la télévision qu'une série est ressuscitée grâce aux ventes de DVD. Ce comeback inattendu marque un tournant pour les Griffin, qui deviendra par la suite l'un des piliers de l'animation télévisée américaine.
Le 1er mai 2005, après 3 ans d'absence, la série revient. Espèce de petite garce. Horrible petite traînée. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Sale petite pute. Selon le créateur, cette pause était bénéfique. D'habitude, les séries animées sont produites en continu, ce qui mène souvent à des blagues faciles. L'épisode a rassemblé plus de 11 millions de téléspectateurs, les meilleures audiences depuis la première saison. Mais avec cette popularité est venue une série de déboires juridiques. En mars 2007, la comédienne Carol Burnett a porté plainte contre la 20th Century Fox, exigeant 6 millions de dollars. La raison ? La parodie de son personnage de femme de ménage emblématique dans un épisode, sans son consentement. On pourrait s'attendre à ce que ces endroits soient plus dégoûtants. Non, c'est superbe, Carol Burnett travaille à mi-temps comme femme de ménage ici. Burnett a accusé la production de violation de marque déposée et d'atteinte à ses droits de publicité. Cependant, le juge a rejeté la plainte le 4 juin 2007, s'appuyant sur la protection de la parodie sur le premier amendement. Et des procès comme cela, il y en a eu plein. Mais une autre polémique plus intéressante éclate, lorsqu'un épisode a directement attaqué la censure télévisuelle aux États-Unis. Dans cet épisode, Peter Griffin lance sa propre chaîne de télévision pirate après qu'un scandale ait conduit à un durcissement des règles. Je veux te montrer mon nouveau maillot. Quoi, non mais je rêve. Il cache tout ce qu'il y a d'intéressant. L'épisode se moque ouvertement des absurdités de la censure, notamment en montrant les agents biper des conversations normales ou flouter des scènes sans raison. Oh Loïs, tu n'es vraiment qu'un paquet de... Quoi? Alors je ne peux pas dire dans ma maison? Si nous faisions une séance d'amour à la sauvage. Ouais, ah bah d'accord. Pas de gémissement, pas de baiser avec la langue, ni de caresse, ni de mouvement d'ailleurs. Sans surprise, cela a déclenché une nouvelle vague de critiques du groupe chrétien Parents Television Council, qui a qualifié l'épisode de provocation irresponsable. La commission de censure a retiré sa décision qui concernait Kaog. Mais le coup de génie de l'équipe, c'est d'avoir anticipé ces réactions et de les avoir intégrées dans le discours de l'épisode lui-même. Résultat, la controverse n'a fait que renforcer la popularité de la série. D'ailleurs, McFarlane n'a jamais hésité à répondre aux attaques. Il a plusieurs fois déclaré que la censure était l'un des plus grands atouts marketing des Griffin, car chaque critique virulente attirait un nouveau public curieux de découvrir ce qui pouvait bien provoquer autant de scandales. Ce jeu de provocation et de réponse est devenu une sorte de tradition pour la série, qui s'est toujours nourrie des critiques pour affiner son humour et sa satire. Si les controverses entourent la série depuis toujours, certains épisodes ont particulièrement enflammé les débats. Parmi eux, La mère porteuse, un épisode de la saison 8, tient une place à part. Prévu pour conclure la saison en 2010, cet épisode aborde le sujet délicat de l'avortement. L'intrigue démarre lorsque Loïs accepte de devenir mère porteuse pour une amie et son mari qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Est-ce que tu aimerais être notre mère porteuse? Et il va falloir que j'y réfléchisse. Des décisions comme ça, on n'en prend pas tous les jours. Mais après la mort tragique du couple dans un accident, Loïs et Peter se retrouvent face à un choix difficile. Garder l'enfant ou interrompre la grossesse. Naomi et Dale Robinson ont été déclarés morts à leur arrivée à l'hôpital de Kaog. Oh non, c'est pas possible! Après plusieurs péripéties absurdes typiques de la série, Loïs décide de se faire avorter. Alors bien sûr, avoir un bébé, ça coûte une vraie fortune. Il faut se priver de plein de choses qu'on aime. Mais écoutez, c'est une personne de plus qui partage nos souvenirs. Elle s'est fait avorter. Dès la production, la Fox anticipe les réactions explosives que cet épisode pourrait provoquer. Avant même sa diffusion, des débats houleux éclatent en interne. Finalement, la chaîne décide de ne pas le diffuser aux États-Unis par crainte de la polémique et de la pression des groupes conservateurs. D'ailleurs, si vous avez quelques minutes, j'aimerais bien que vous regardiez cette vidéo de présentation. Oui, j'ai quelques minutes, ma femme se fait avorter. Un autre épisode, cette fois-ci dans la saison 10, aborde la violence domestique en racontant l'histoire de Brenda, la sœur de Quagmire, victime des abus de son petit ami. Ce malade ne te corrige pas, il te tape dessus. Je comprends que tu puisses penser ça à cause des coups de pied et des coups de poing. On a une relation un peu compliquée, mais on s'entend très bien. Non, Brenda, tu te trompes complètement. Mais pour de nombreux critiques, la série a traité ce sujet grave de manière maladroite. Certains l'ont même qualifié de déprimant et dérangeant, loin de l'humour noir habituel de la série. Et c'est pas faux. Jeff et moi allons nous marier. Je vous montrerai bien ma bague, mais elle est sous la telle. Vous allez vous marier? Bah bien obligé, elle est en cloque. Vous avez déjà des idées pour le prénom? Je sais pas, Cocard? Ou alors Torgnole? Effectivement, quand on revoit l'épisode maintenant, certaines séquences peuvent vraiment choquer. Dans un registre plus léger, il y a l'épisode de la saison 7 où Brian lance une campagne pour légaliser la marijuana à Kaog qui ne passe pas inaperçue. Cette guerre hypocrite contre la drogue a assez duré. La séquence où Brian et Stevie chantent les louanges du cannabis provoque une véritable crise au Venezuela.
Le gouvernement local interdit immédiatement la diffusion de la série et menace les chaînes de lourdes amendes si elles ne la retirent pas de leur grille. Le ministre de la Justice va même jusqu'à diffuser l'extrait en guise de preuve de ce qu'il considère comme une promotion de la drogue par les Américains. Il faut dire que ça rend tout... vachement cool. Bon, vas-y, tu peux lire la suite. En 2016, une étude du New York Times a placé les Griffins parmi les 50 émissions de télévision les plus populaires sur Facebook. Côté finance, les Griffins n'a pas seulement fait rire des millions de spectateurs, elle a aussi rapporté gros. C'est pas du liquide. En 2008, la franchise avait généré $1 milliard de revenus. Oui, on a gagné le gros lot. Je veux un valet de pénis. Monsieur, Occupez-vous de mon pénis. Allez-y. De cette somme, 400 millions provenaient de la syndication télévisée, 400 millions des ventes de DVD, merci aux fans ultra dévoués d'ailleurs, et 200 millions des produits dérivés, allant des t-shirts aux figurines, en passant par toute une gamme de goodies. À ses débuts, la série rassemblait entre 7 et 12 millions de téléspectateurs sur la chaîne Fox, des chiffres impressionnants, mais qui, comme pour les Simpsons, ont décliné avec le temps et c'est normal. Mais le show a su s'adapter à la nouvelle ère numérique et a trouvé un nouveau souffle grâce aux plateformes de streaming. En 2018 par exemple, elle figurait déjà parmi les séries les plus regardées. Et en 2020, Disney a annoncé que les Griffins faisaient partie du top 5 des émissions en direct les plus suivies. Les chiffres de streaming parlent d'eux-mêmes. Entre le 29 juillet et le 4 août 2024, la série a cumulé 910 millions de minutes de visionnage. La semaine suivante, elle enregistrait encore plus de 800 millions de minutes, décrochant la 6e place des séries les plus streamées. Et la semaine du 26 août au 1er septembre 2024, elle frappe un grand coup avec plus d'1 milliard de minutes visionnées, s'assurant ainsi la 3e place du podium. Donc, même après toutes ces années, les Griffins restent un pilier incontournable, prouvant qu'elle sait aussi bien dominer le petit écran traditionnel que régner sur les plateformes de streaming. C'est pas vrai, je le crois pas. Vous pouvez détecter le moindre de mes petits mouvements. On le sait tous depuis ses débuts, les Griffins n'ont cessé d'être comparés aux Simpsons. Cette comparaison, inévitable vu le format similaire des deux séries, a souvent viré à l'accusation de plagiat. Matt Groening, le créateur des Simpsons, n'a jamais mâché ses mots à ce sujet. Il a notamment déclaré dans une interview en 2005 « C'est un plagiat à peine déguisé, ils n'ont même pas pris la peine de le cacher ». Certaines similitudes sont difficiles à ignorer. Peter Griffin et Homer Simpson partagent un caractère paresseux et maladroit, Lois et Marge jouent le rôle des épouses patientes qui tentent de maintenir la cohésion familiale, et même les enfants Griffin peuvent trouver des équivalents chez les Simpsons, avec Stevie comme version diabolique de Maggie, et Chris partageant certaines caractéristiques avec Bart. Qui est ce jeune homme plein d'initiative? Il s'agit d'un personnage d'une autre série, monsieur. Simpson, vous dites? À peu de choses près, monsieur. Mais MacFarlane n'a jamais nié l'influence des Simpsons sur sa série. Bien sûr, les Simpsons ont influencé les Griffins, mais nous ne faisons pas exactement la même chose. Leur humour est davantage basé sur la satire sociale et l'émotion familiale, tandis que nous utilisons un humour plus visuel, plus absurde, avec des références culturelles modernes. La comparaison est inévitable. Nous avons tous les deux une famille au centre de l'histoire, et nous parlons tous de situations familiales dysfonctionnelles. Mais Peter Griffin n'est pas Homer Simpson. Peter est bien plus stupide et impulsif. Tandis qu'Homer a un côté naïf et attachant. Les intentions derrière les deux séries sont complètement différentes. Si nous étions vraiment un simple plagiat, je doute que nous aurions survécu aussi longtemps. Les gens finissent par s'ennuyer des copies, mais quand une série atteint 20 saisons, c'est qu'elle a quelque chose d'original à offrir. Tu mérites mon respect. Oui, toi aussi. On n'a qu'à se promettre de rester à une demi-heure l'un de l'autre. La tension entre les deux séries a même été abordée directement dans les épisodes eux-mêmes. Pour moi, c'est fini, les Simpsons. Espèce de... En 2014, l'épisode spécial crossover The Simpson Guy a temporairement enterré la hache de guerre en réunissant les deux familles dans un même épisode. C'est très gentil de votre part, monsieur... Simpson, Homer Simpson. On est les Griffins. Si les différends avec les Simpsons sont restés relativement bon enfant, la situation est bien différente avec South Park. La série a attaqué les Griffins de manière beaucoup plus frontale. En 2006, l'épisode Cartoon Wars de la saison 10 est une véritable déclaration de guerre. Les créateurs y dépeignent les Griffins comme une série paresseuse et sans créativité, où les blagues seraient générées aléatoirement par des lamentins poussant des balles dans un aquarium. Tu dois être excité, très peu de gens ont rencontré notre équipe d'auteurs. Danny, je te présente les auteurs des Griffins. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Des lamentins. Bien sûr, tout s'explique maintenant.
Et comment MacFarlane a-t-il réagi à cette attaque? De manière surprenante, il n'a jamais cherché à riposter en fait. Lors d'une interview, il a même avoué avoir trouvé l'épisode assez drôle et a admis que certains points soulevés étaient justes. Les Lamentins sont des auteurs qui ont beaucoup d'éthique. Soit on peut plaisanter sur tous les sujets, soit sur aucun. Pour lui, la rivalité entre les séries reflète avant tout la diversité de l'humour à la télévision. South Park a son style, nous avons le nôtre, tout le monde n'a pas besoin d'aimer les deux. En réalité, la rivalité entre South Park et les Griffins illustre deux visions opposées de l'animation adulte. South Park adopte un humour satirique incisif, directement lié à l'actualité et aux grands débats sociaux, tandis que les Griffins s'amusent à déconstruire la pop culture avec des blagues complètement débiles, souvent non liées à l'intrigue principale. Et certes, elles sont très différentes ces deux séries, mais elles ont malgré tout un point commun essentiel. Elles ont toutes deux marqué durablement l'animation télévisée. Et même si les critiques ne manquent pas, il est indéniable que les Griffins a trouvé sa place. Que ce soit dans les accusations de plagiat ou dans les clashs médiatiques, la série a toujours su rebondir et tirer parti des polémiques. Après tout, c'est bien ça qui fait son succès, être là où on ne l'attend pas et ne jamais s'excuser de provoquer. En fin de compte, la querelle entre les Griffins, les Simpsons et South Park est moins une bataille qu'un témoignage de la richesse de l'animation pour adultes. Chaque série a su, à sa manière, repousser les limites et s'imposer comme une référence culturelle. Et tant que l'humour continuera d'évoluer, ces rivalités continueront de divertir autant qu'elles divisent. Désolé si on a dû se battre, hein. Parfois je peux être bête à pleurer. Donc oui, Family Guy a réussi à tracer sa propre route, souvent chaotique, mais toujours audacieuse. Si elle est encore aujourd'hui la série animée que certains adorent détester, elle a prouvé qu'elle était aussi celle qu'on ne peut pas ignorer. 23 saisons plus tard, les Griffins restent un pilier, capable de diviser, de provoquer, mais aussi de rassembler une communauté de fans fidèles. Et peut-être que c'est justement là son plus grand succès. Avoir transformé les critiques en carburant pour devenir une série culte qui, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, reste toujours dans la conversation. Alors finalement, les Griffins, mal aimées ou incomprises? Une chose est sûre, elle n'a jamais cessé de faire parler d'elle et ce n'est pas près de s'arrêter. Et voilà, c'est tout pour Family Guy. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.